Vous suivez Star 21 TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Suite à l'annonce d'une éventuelle reprise des manifestations de rue, les réactions ne se sont pas faites attendre au sein de l'opinion politique guinéenne. Ce mardi, notre rédaction a rencontré les acteurs de la mouvance et l'opposition. Les avis sont divers. Plus 4 morts et plusieurs dégâts matériels, c'est le bilan d'un incendie d'origine électrique qui s'est déclaré dans la nuit du lundi 12 à mardi 13 juillet au quartier Kountia CBA. Les détails à suivre dans ce journal. En interactualité, au moins 64 personnes ont péri dans le terrible incendie qui a ravagé ce lundi soir l'unité Covid-19 de l'hôpital de Nasiriyah dans le sud de l'Irak avec une centaine de blessés. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Suite à l'annonce du bureau politique de l'UFDG par rapport à la reprise des manifestations de rue après les examens nationaux pour exiger notamment la libération des détenus politiques, une annonce diversement appréciée par les acteurs politiques de la mouvance et de l'opposition, Alpha Omar Diallo. C'est au cours de l'Assemblée générale virtuelle de l'UFDG que Cellou Dalein Diallo a annoncé la reprise des manifestations dès après les examens nationaux en Guinée. Une décision que partage le vice-président du PPC qui, selon lui, lorsque tu es privé de liberté, il faut manifester, qui est un droit constitutionnel. Cette décision de l'UFDG est une décision très salutaire parce que quand on voit depuis la crise dont on est dedans encore depuis les élections jusqu'à aujourd'hui, la Guinée est bloquée. On est bloqué en ce sens qu'il y a des gens qui se retrouvent en prison sans procès ni jugement. On est bloqué, les lois sont bafouées. On est bloqué, rien ne marche. On est bloqué, les gens sont interdits de sortir et de rentrer en Guinée. On est bloqué parce que la jeunesse végète aujourd'hui dans le chômage et la drogue, disons. On est bloqué parce que les fils du pays ne dialoguent pas. Pour Sékou Nana, membre du RPG Arc-en-Ciel, rien ne peut être obtenu dans la rue parce qu'il estime qu'après 10 ans, l'UFDG continue toujours de manifester et aucun résultat positif n'a été obtenu. Les marches politiques ont toujours reconnu le décombre macabre dans notre pays, avec son choléraire de blessés, d'handicapés à vie, de destruction de biens publics et de biens privés. Sachant ça, je pense que moralement, c'est une responsabilité lourde pour un leader aujourd'hui de vouloir reprendre la même chose, alors que les solutions ne tomberont pas du ciel quand on marche. On a marché pendant 10 ans, pourquoi? Pour quel résultat? On marche pour avoir le dialogue. Le dialogue est ouvert sur un plateau d'or. Je pense qu'il faut commencer là où on doit terminer le dialogue. Parce que on va marcher 10 ans, c'est autour d'une table qu'on va venir s'asseoir pour parler des problèmes. A rappelé que l'UFDG appelle à manifester pour exiger la libération des détenus politiques à la maison centrale de Conakry depuis la fin des élections présidentielles du 18 octobre. En attendant, le gouvernement est déterminé à mettre fin à toutes sortes de manifestations dans le pays. Le mandat d'arrêt décerné contre Ousmane Nieloy par le tribunal de première instance de Dixine peine à être exécuté. L'avocat et sa plaignante comptent saisir la Cour de justice de la CEDEAO dans les jours à venir, nous a confié ce mardi 13 juillet Maître Antoine Pepelama, Ibrahim Diallo. C'est le 20 mai dernier que le tribunal de première instance de Dixine a décerné un mandat d'arrêt contre Ousmane Niélo Diallo, un mandat qui peine à être exécuté, regrette Maître Antoine Pepelama. La personne contre laquelle le mandat a été émis est à Conakry. Elle se promène librement. Elle rend d'ailleurs visite à des autorités haut placées. Elle continue à narguer la victime encore sur les réseaux sociaux. Elle continue de dire haut et fort que cette décision ne pourra jamais être exécutée à son encontre. Sauf que nous déplorons que cette situation advienne
à un moment où des autorités à certains niveaux clament comme quoi nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, la loi est faite pour s'appliquer à tous de la même manière. L'avocat de la partie plaignante ne cache pas sa déception face à ce qu'il appelle de laxisme. Il compte saisir la Cour de la justice de la CEDEAO. Kadiatou Biro Diallo est une républicaine. Elle n'a pas la volonté de se rendre justice. Elle croit en la justice humaine. C'est pourquoi elle a saisi un tribunal guinéen. Et si aujourd'hui ce tribunal guinéen a pris ses responsabilités et que certaines autorités à un certain niveau ne veulent pas prêter main forte à l'exécution de cette décision, elle est bien dans ce droit d'interpeller l'État face à ses obligations, tant en Guinée qu'à l'étranger. Et c'est cette démarche-là que nous allons entreprendre en saisissant désormais la Cour de justice de la CEDEAO pour amener notre cher pays, la Guinée, à respecter son obligation de prêter main forte à l'exécution d'une décision de justice. A rappeler que Ousmane Niéloy est poursuivi suite à une plainte de la dame Kadiatou Biro Diallo pour fait d'injures et menaces. Comme annoncé dans le sommaire, un incendie d'origine électrique s'est déclaré dans la nuit du lundi 12 à mardi 13 juillet 2021 aux environs de 23 heures dans une famille au quartier Kuntia CBA. Le bilan est très lourd, 4 morts dont 2 garçons, une fille et un père de famille. Sur les lieux, les images sont tristes. Plus de précision avec Yayo Moubari et Moustapha Diani. Nous sommes plus précisément dans le quartier Kuntia CBA, où toute une maison est partie en fumée. Cette maison, composée de 3 chambres, salon, douche, a vu tout son contenu partir en fumée. Les habitants n'ont pas échappé à ces flammes. 4 personnes d'une même famille sont décédées. La seule personne survivante est la mère de famille. Le témoin oculaire de cet incendie revient sur l'origine des flammes. Vers 23 heures, je suis sorti. J'ai vu la petite fille, elle était arrêtée ici. Elle était partie à la douche, elle est revenue, elle était à la portail, ici. Maintenant, je l'ai laissée, je suis rentré chez moi. Après quelques 30 minutes comme ça, j'ai entendu le vieux qui criait dans la chambre, appeler son fils qui dormait ici. Moi aussi, j'ai ouvert ma porte, je suis sorti. Moi et son fils là, on s'est croisés à la porte ici. Mais on est venu trouver en ce temps, la porte n'était pas fermée. C'était ouvert, mais le feu avait pris déjà le salon, totalement. Tous les fauteuils étaient allumés. Nous avons cherché à rencontrer le chef du secteur qui a dénoncé plutôt l'état des routes, ce qui a causé la mort de ces 4 personnes. Moi, je demande à l'État de nous aider à faire les routes là. Notre localité là, ça ici, c'est bien lotisé. Mais il n'y a pas de route. Tu ne peux pas sortir avec des véhicules, tu ne peux pas rentrer avec. Les 4 personnes décédées dans l'incendie sont en train d'être priées au terrain du quartier pour après être inhumées. Mais une question se pose, si les travailleurs de ce secteur électrique ne maîtrisent pas le travail, pourquoi amener le courant à des heures tardives? Restons toujours dans le même sillage pour dire que quelques citoyens ont exprimé leur ras-le-bol face à la recrudescence des incendies mortels à Conakry, ainsi qu'à l'intérieur du pays. Ils interpellent l'État face à ses responsabilités. Au micro de Mariam Kindibari et Alassane Souma. La cause de l'incendie en Guinée, on peut donner une explication à divers niveaux. D'abord, il faut comprendre la vétusté des câbles que les propriétaires de maisons utilisent pour l'installation. Ensuite, il faut comprendre les coupures intempestibles aussi. Parfois, les coupures peuvent intervenir que les familles sont en train de dormir et subitement, vous voyez la venue du courant. L'intensité par laquelle la lumière vient là, c'est ce qui est à la base le plus souvent de l'incendie. Bon, les facteurs sont multiples. Il ne faut pas seulement ici dire que
c'est EDG ou bien parler ici des branchements qui ne se font pas légalement ou également aussi parler ici des citoyens qui veulent se brancher illégalement. Donc moi je dirais que la responsabilité, c'est une responsabilité partagée. Mais la première des choses d'abord, c'est à l'État de prendre ici des mesures allant dans le sens ici d'éviter que ces cas-là arrivent. Parce que tous nous savons les conséquences ici qui en découlent. Il y a beaucoup de choses dans la vie, quand on est en difficulté, on peut trouver une solution. Mais la vie humaine est irréparable. D'abord, je pense qu'il y a ce qu'on appelle souvent les circuits électriques qui se produisent au niveau de l'électricité. D'abord, c'est quoi un circuit? C'est un phénomène qui se manifeste lorsqu'il y a la rencontre de deux fils électriques. Et lorsqu'il y a un dégât, la responsabilité n'est pas limitée à une seule partie. Donc la responsabilité, c'est au niveau de 2 à 3 parties. Parce que d'une part, nous constatons qu'il y a les personnes qui viennent installer ces fils électriques qui sont mal formés, et d'autres qui n'ont subi aucune formation. Et il y a même aussi les pères de famille qui se permettent de partir au marché, acheter des fils qui sont locaux, qui ne sont pas, disons, originaux. Et là, c'est l'une des causes qui provoque cela. La semaine dernière, le gouvernement guinéen a procédé au paiement d'un mois de primes d'incitation sur 3 à quelques enseignants du préuniversitaire. Cependant, la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation menace de boycotter les examens nationaux si toutefois les 2 mois d'arriérés ne sont pas payés. Mariam Bari et Alassane Souma. En fin du mois de juin, la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation avait menacé de boycotter les prochains examens nationaux si toutefois le gouvernement ne payait pas les 3 mois d'arriérés des primes d'incitation. Sur les 3 mois demandés, le gouvernement a payé 1 mois. Pour plus de précisions, nous avons rencontré ce 13 juillet 2021 le secrétaire général de la FSPE. Jeudi, le paiement a commencé mercredi, jeudi à Conakry. Donc, au jour d'aujourd'hui, le premier mois est déjà payé dans les 5 communes de la ville de Conakry. Les titulaires se préparent pour percevoir les 2 mois. Et à Conakry, je crois que très bientôt, l'équipe va sortir encore pour payer le 2e mois. Poursuivant, Salifou Kamara a fait savoir que d'autres enseignants n'ont pas encore perçu leur prime d'incitation. Nous avons constaté que beaucoup d'enseignants n'ont pas encore perçu leur prime. Ils sont omis, ils n'ont pas leur nom sur la liste, sur le fichier. C'est ce qui nous a aussi beaucoup choqués. Alors, la semaine prochaine, ça va être un combat, un autre combat. Nous allons prendre nos bâtons de pèlerin pour savoir réellement pourquoi ces enseignants-là n'ont pas perçu leur prime. Pour ce qui est du paiement des 2 autres mois, Salifou Kamara fait savoir. Dans ces paiements, nous avons constaté des problèmes. Toujours des problèmes. On se pose la question, où est la place, n'est-ce pas, de l'administration? Je veux parler de l'équipe de correction, de la fonction publique, du budget et des finances. Nous avons compris quelque part qu'entre le budget et l'éducation nationale, ça ne va pas. Si toutefois les enseignants ne rentrent pas en possession de la totalité de leurs primes d'incitation, Salifou Kamara prévient qu'ils mettront à exécution leur menace de boycotter les prochains examens nationaux. La cordonnerie est une activité qui consiste à confectionner des chaussures, les sacs et autres objets précieux destinés à la consommation ou à la commercialisation. Dans un atelier visité ce mardi par notre équipe de reportage, les personnes à mobilité réduite exercent cette activité qui, selon eux, bat de l'aile. Bintou Souma et Ibrahima Paye Kamara pour le reportage. Le cordonnier est un artisan qui fabrique des chaussures, des sacs, des bottes et en général les articles en cuir. Ce matin, nous sommes dans la cordonnerie de Adama Traoré. Faisant partie des personnes à mobilité réduite, il a su exercer un métier. Pourquoi nous, on a choisi le métier là? Parce qu'un film peut faire. Normal aussi peut faire. J'ai commencé ça en 87, l'apprentissage. Moi, je suis marié dans ça, je suis gagne l'enfant dans ça. Donc, mais si je tente à la main, je ne vais pas faire tout ça.
J'ai fait tout mon besoin aujourd'hui avec le petit travail là. Comme tout autre métier, il rencontre également des difficultés. À l'approche de cette fête de Tabaski, contrairement aux années précédentes, cet atelier connaît moins d'engouement. Non, cette fois-ci, c'est pas comme ça. Tu as vu, il y a des sushis qui ont stocké. Donc, on n'a pas eu d'abord vendre encore. Bon, la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est un manque de financement. Quand on confectionnait en Guinée ici, il y a des gens même qui viennent prendre la sushi. Ils vont aller exposer leur boutique. Ils disent qu'on a envoyé au Sénégal, on a envoyé à Dakar. Mais pourquoi? On est là, il faut nous montrer. Si d'autres personnes vivant avec un handicap préfèrent mendier, cet artisan pense le contraire. Ce que nous lance aujourd'hui, le gouvernement va nous aider pour réaliser notre travail, lieu de travail. Après maintenant, ils vont nous financer, ils vont nous aider encore un petit déplacement. Si c'est ça, on peut former beaucoup d'enfants. Parce que à la rue, là, ne peut rien donner. Sur le jour, tu vas marcher, tu vas gagner l'argent, ce que tu dois manger aujourd'hui. Mais demain encore, il faut que tu sortes. Quelqu'un qui marche, vélo tricycle, si toi tu vois que lui, il commande les motos 3 pinets jusqu'à une voiture, donc c'est le travail qu'il a fait. Ce métier, tant minimisé par d'autres, n'est pourtant pas un sous-métier. Malgré tout, Adama Traoré y gagne sa vie depuis 33 ans. La semaine dernière, le service préfectoral de contrôle qualité a saisi 86 cartons de la viande de dinde dans un point de vente et de conservation de produits halieutiques à Kankan, ce malgré l'interdiction de la consommation de celle-ci par le ministère du Commerce. Le stock a été présenté ce lundi 12 juillet à la presse. Abdoulaye Koyassila depuis Kankan. C'est dans l'entrepôt de la société Sonipes, situé au quartier Koréaline, commune urbaine de Kankan, que les 86 cartons contenant de la viande de dinde en provenance de la Pologne ont été saisis par le service de contrôle qualité, ce après avoir visité une quinzaine d'entrepôts. Dès que Madame la ministre du Commerce a fait le communiqué, nous nous sommes mis sous la direction de mon DPC qui était en séminaire à Conakry. Nous nous sommes mis à la tâche directement. Nous avons contrôlé tous les frigos de Kankan. C'est ainsi que, n'est-ce pas, dans le frigo de Sonipes que nous avons trouvé cette quantité provenant de Pologne et dont nous avons directement saisi. La viande de dinde saisie est toujours dans les locaux de Sonipes pour manque de lieu de conservation en attendant la fin de l'analyse qui est en cours à Conakry. C'est que la quantité est venue avant le communiqué du ministre. Ici, souvent on reçoit des quantités de dindons. Il y a des quantités qui viennent de la France, Turquie. Donc souvent, ça vient quoi. Donc quand les 86 cartons sont venus, donc directement le service contrôle qualité s'est présenté au niveau de notre entreprise quoi. Donc la quantité a été saisie. Donc dès qu'ils ont saisi, ils nous ont interdit de les vendre à la population quoi. En plus de cette quantité de viande de dinde en provenance de la Pologne, d'autres stocks, cette fois en provenance de la France et la Turquie, ont été également saisis. Le total fait 1089 cartons de viande de dinde actuellement scellés à Kankan par le service de contrôle qualité. Ce lundi soir, l'unité Covid-19 de l'hôpital de Nasiriyah dans le sud de l'Irak a été victime d'un terrible incendie qui a coûté la vie d'au moins 64 personnes avec une centaine de blessés. Suivez ce commentaire de Kadia Toubari. Au moins 64 personnes ont péri dans le terrible incendie qui a ravagé ce lundi soir l'unité Covid-19 de l'hôpital de Nasiriyah dans le sud de l'Irak. Une centaine de personnes ont été blessées. Selon des sources médicales, l'incendie a été causé par l'explosion de bouteilles d'oxygène. L'état d'urgence a été décrété dans la province de Dikar, dont dépend la ville de Nasiriyah. Ce mardi 13 juillet, les services de secours poursuivent les recherches dans l'espoir de retrouver des survivants. Des ambulances ont été envoyées de Bassoura, la grande ville voisine, pour évacuer les blessés vers d'autres hôpitaux. Le bilan pourrait encore croître, certains patients n'ayant pas encore été retrouvés. Le feu a ravagé pendant plusieurs heures l'unité Covid-19 de l'hôpital qui comptait 70 lits et donné lieu à des scènes de chaos, pompiers, sauveteurs et habitants s'efforçant de sortir les malades du bâtiment. Le directeur de l'hôpital et le responsable sanitaire de la province ont été entendus par la police et suspendus par le Premier ministre
Mustafa Al-Kazimi, qui a également décrété un deuil national de 3 jours pour les martyrs de Nasiriyah. Mais de nombreuses réactions de colère ont éclaté après le drame pour dénoncer la gabegie et l'inefficacité des pouvoirs publics. Des centaines de personnes ont manifesté dans la nuit devant l'hôpital à Nasiriyah, criant « Les politiques nous brûlent ». En avril, une tragédie similaire avait fait plus de 80 morts dans l'incendie d'un hôpital dédié au Covid-19 à Bagdad, causé par une suite de négligence qui avait conduit à la démission du ministre de la Santé de l'époque. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme à notre compagnie.